Una mattina sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invaso. Partigiano, partigiano, dammi via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio, partigiano, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Qui sont en grève. C'est donc une proportion tout à fait considérable, et les grèves atteignent des régions, des zones où jamais on avait vu quelque chose de ce genre se passer. Et en plus, ces grèves, elles prennent un caractère tout à fait inattendu, puisque, vous savez, la forme qu'elles prennent la forme d'occupation des locaux. Occupation des locaux. Aujourd'hui, ça vous semble non pas anodin, mais ça vous semble pas exceptionnel. Pour l'époque, c'est tout à fait exceptionnel. C'est même perçu comme un signe tout à fait révolutionnaire, au sens premier du terme. Ça ne s'est jamais vu en France, sauf une ou deux exceptions. Ça s'est vu en Italie en 1920, ça s'est vu en Allemagne dans les années 1919, mais ça s'est vu en Russie au moment de la Révolution, en 1918-17, mais en France, jamais. Et ces occupations, d'ailleurs, méritent d'être considérées. De quoi s'agit-il? S'agit-il de la prise du pouvoir immédiat par les salariés de leur entreprise? S'agit-il d'une réaction préméditée? Le syndicat, la CGT en l'occurrence, ayant donné l'ordre d'occuper? Absolument pas. Je ne veux pas dire que la CGT court après les grévistes, mais c'est les grévistes qui appellent les syndicats. Les grévistes occupent, sont en grève, et ils ne savent pas comment faire pour écrire le cahier de revendication, pour s'organiser. Ils veulent prendre leur carte et ils veulent se syndiquer. C'est une époque où, notamment dans la jeunesse, il y a une volonté d'accéder à ce que l'on pourrait appeler la dignité militante, ou la dignité d'adhérent, d'être adhérent et de prendre sa carte syndicale ou politique. Bon, alors vous allez me dire, ça c'est... Vous nous faites rêver, parce que cette époque, on n'a pas connu depuis longtemps, ça existe, mais ça existait en tout cas, ça mérite d'être analysé, d'être compris. On passe à peu près de 600 000 adhérents, 650 000 adhérents de la CGT réunifiés en 1900 au Congrès de Toulouse, au printemps 1900, en mars 1936. À la fin de l'année 36, début 37, la CGT a plus de 4 millions d'adhérents. Donc, on est devant un phénomène qui n'est pas une augmentation sensible des effectifs, on est dans un changement. Le syndicalisme devient un syndicalisme de masse. C'est pas arrivé fréquemment en France. Et c'est un syndicalisme de masse qui est, pour l'essentiel, unifié. Il y a à côté de la CGT un autre syndicalisme d'origine chrétienne, la CFTC, qui progresse un peu, pas beaucoup, mais qui n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, qui est autour de 300-400 000 adhérents, et qui est influente dans des régions de l'ancienne zone concordataire de l'Est de la France, notamment dans certains secteurs, mais ce qui est tout à fait minoritaire à ce moment-là. Donc un syndicalisme de masse qui se constitue, et si l'on regarde les revendications, la dynamique des grèves et des occupations d'usines, les grands mots d'ordre sont des mots d'ordre de revendication, et de revendications qui sont profondes, mais il n'y a pas la revendication principalement concernant la propriété, la gestion
des entreprises et même de l'économie. Le chef du Parti socialiste, qui contre toute attente est celui qui va former le gouvernement, puisque les radicaux, je ne vous ai pas donné les résultats des élections. Vous êtes impatient de les connaître. Vous êtes impatient de les connaître. Parce que le Front populaire a gagné les élections, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Le Parti radical, qui était le plus puissant dont je vous ai parlé, eh ben, il a payé d'une certaine façon ses retournements de veste. À lui, il avait une capacité de retourner sa veste. Bon, peut-être que comme ça, il pouvait conserver ses vieux vêtements plus longtemps. Mais en tout cas, il perd plus de 30% de ses voix. Et mécaniquement, le premier parti de la gauche, du Front populaire, ça devient le Parti socialiste. Le parti SFIO, qui lui-même avait connu des divisions à la veille, peu de temps avant, il y avait toute une partie de ce qu'on appelait les nouveaux socialistes. Le terme de néo-socialisme n'était pas forcément très valorisant. Eux, ils trouvaient que c'était valorisant. Ils étaient très fascinés par l'ordre, les classes moyennes, et ils considéraient que le socialisme devait abandonner le monde ouvrier et devait s'occuper de l'ordre social. D'ailleurs, en si bonne voie, ils ont continué. La plupart sont devenus des champions du régime de Vichy et même du collaborationnisme nazi. Bon, toujours est-il que le Parti socialiste, un peu marqué par ses divisions et aussi par certaines de ses hésitations, maintient ses voix aux élections du Front populaire par rapport à 1932, mais mécaniquement, il devient le premier parti, puisque les radicaux ont perdu. Hein. Et donc c'est Léon Blum qui va, en quelque sorte, être chargé de former le gouvernement. Alors vous allez me dire, évidemment, quel suspense insoutenable, et le Parti communiste dans cette affaire. Eh bien, le Parti communiste, contre toute attente, et même contre l'attente des dirigeants communistes eux-mêmes, et encore plus de l'internationale communiste, quand on a les archives, et quand on les a lus, comme moi, ce qui est un plaisir, parce que c'est des kilos et des kilos de rapports, à l'intérieur desquels il y a 3 lignes intéressantes, hein, mais enfin bon, ça c'est pas très original. Les communistes doublent leur voix. Ils passent de 800 000 voix à 1 500 000 voix. Et ils vont multiplier par 7 leur nombre de députés. Ils passent de 10 députés à 72 députés. Vous voyez ? Et donc, la nouveauté politique dans la gauche, c'est le poids inattendu du Parti communiste. Alors pourquoi il a gagné ? Ce n'est pas parce qu'il s'appelait Parti communiste, parce que les gens n'avaient rien à faire de son appellation. Ils avaient plutôt peur au départ, puisque la droite expliquait que c'était les mousquetaires, hein, que l'internationale communiste commandait les communistes, etc. Finalement, ils ont gagné le plus de voix parce qu'ils ont incarné l'unité et la dynamique et surtout le projet politique qui était celui du Front populaire. C'était eux qui apparaissaient comme les porteurs de cette idée neuve du Front populaire, qui était une manière à la fois de s'opposer au fascisme mais aussi de défendre les revendications sociales, tout ce que je vous ai dit. Et alors vous allez me dire, évidemment, porté par ce mouvement, la question du gouvernement était réglée. Elle était réglée. Les communistes étaient dans cette dynamique, les radicaux avaient perdu la primauté, donc c'était les socialistes. Il y avait un gouvernement qui allait se former à l'image de cette nouvelle situation. Ben non. Eh ben non, évidemment, ça serait trop simple, l'histoire c'est plus compliqué que ça, c'est ça qui fait le charme. Les communistes vont décider, après quelques jours d'un silence plus ou moins gêné, de dire qu'ils vont soutenir le gouvernement sans participer. Et Léon Blum va former un gouvernement, donc socialiste et radicaux. Et d'ailleurs, pour expliquer ça, Paul Vaillant-Couturier, qui était un journaliste qui dirigeait le journal L'Humanité, qui était à la fois un avocat, un homme de lettres et quelqu'un de brillant et qui avait le goût des formules, il dit « Nous ne voulons pas des portefeuilles ministériels, nous avons le portefeuille des masses, le ministère des masses. » Oui, d'accord, le ministère des masses, mais le ministère des masses, on n'est pas au gouvernement quand même. Hein, et donc, derrière, en fait, quand on gratte, on sait aujourd'hui ce qui s'est passé, quand on prend les archives, on s'aperçoit qu'il y a eu une discussion assez ferme, non pas à Paris, mais plutôt à Moscou,
sur justement la stratégie qu'avait défendue Torres depuis un bout de temps avec Cachin, qui avait été, parce qu'ils avaient l'année précédente dit nous sommes prêts à donner des communistes, à mettre des communistes au gouvernement si la situation l'exige. Bon, là, la situation rendait ça imaginable. Hein. Et donc, d'autres dirigeants, et surtout la direction de l'Internationale communiste et de l'URSS, en l'occurrence Staline, derrière, hein, ne souhaitent pas que le Parti communiste entre au gouvernement, et notamment parce que dans leur esprit, il va échapper au contrôle, il va continuer un peu à développer des formes d'autonomie qui ne sont pas souhaitables. Mais vous allez me dire, comme vous êtes de très bons connaisseurs de toute cette histoire, que quelques semaines plus tard, quand la guerre d'Espagne arrive, c'est Jacques Duclos, un dirigeant communiste français, qui ira en Espagne recommander aux communistes espagnols d'entrer au gouvernement. Oui. Eh ben oui, il arrive que les plus éminents dirigeants se trompent ou considèrent que la situation a changé. C'est toujours ça, c'est jamais eux qui sont trompés. La situation avait changé. Il apparaissait utile d'être dans le gouvernement en Espagne, dans la guerre contre le fascisme, plutôt qu'à l'extérieur. Et ce qui se passe en France, dans un premier temps, semble tout à fait anodin de ce point de vue. Dans les jours qui suivent le moment de la création du gouvernement, Léon Blum, avec des radicaux et des socialistes, j'entre pas dans la nouveauté, il y a 3 femmes qui entrent au secrétariat d'État, les femmes n'avaient pas le droit de vote, les radicaux avaient refusé de transformer la loi électorale, et les socialistes et communistes avaient l'habitude de présenter des candidatures de femmes pour le principe, mais on pouvait choisir des ministres qui n'étaient pas élus comme députés et pouvaient être au gouvernement. C'est ainsi qu'il y aura 3 femmes au gouvernement, dans le premier gouvernement de Front Populaire, dont Irène Joliot-Curie. En ce qui concerne ce gouvernement, il doit faire face aux grèves. Que faire? Que faire? Eh bien, Léon Blum et une partie des dirigeants socialistes sont sensibles, mais aussi certains dirigeants communistes, comme Maurice Thorez, au fait qu'il faut trouver des solutions. Il faut trouver un débouché, sinon on a des risques d'affrontement, parce que je vous ai dit qu'il y avait près de 3 millions, plus de 3 millions de grévistes associés à la grève, mais le reste de la France, notamment les petits patrons, notamment une partie de la population paysanne, etc., n'étaient pas vraiment dans le mouvement. Des ouvriers agricoles, mais la plupart des propriétaires exploitants étaient comme ça, en attente. Et donc, là, la paralysie n'était pas totale, mais elle était importante. Les cheminots n'avaient pas fait de grève. Ils n'ont pas fait de grève en 1936. Et je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre. Justement, les cheminots qui avaient le souvenir des grèves de 1920, de la répression, mais aussi de ce qui avait été leur affaiblissement après leur grève générale, où ils avaient été seuls dans la grève, en 1920, là, considèrent que la grève sera leur dernière arme. Et ils vont poser leurs revendications en disant que si elles ne sont pas satisfaites, ils entreront en grève. Et là, je peux vous dire qu'elles sont satisfaites. Pourquoi? Elles sont satisfaites parce que 2 jours avant, il y a eu ce qu'on a appelé les accords Matignon. Matignon, c'était le lieu, la résidence la nouvelle résidence du chef du gouvernement, du président du Conseil. Et là, Léon Blum invite pour la première fois en France. Pour la première fois en France. Vous le savez, mais il faut quand même l'entendre. Il y a une réunion, une rencontre au sommet entre les représentants syndicaux et du patronat. C'est la première fois. Alors que dans tous les autres pays d'Europe, ça avait déjà existé. Souvent, on parle des exceptions françaises en disant la France est en retard. Elle est souvent en retard du point de vue social. Même encore aujourd'hui. Et en 1936, la Confédération Générale du Patronat, ça s'appelait la CGPF, ce qu'on appelle le MEDEF aujourd'hui, pour aller vite, et la CGT sont invités, le gouvernement prétendant être arbitre. Ce qui est à l'arbitrage un peu facile en quelque sorte pour se dégager de la responsabilité de telle ou telle mesure. Finalement,
durant 2 jours de négociation, le patronat va lâcher des mesures sociales très importantes. Vous les connaissez, sans doute, à part les hausses de salaire, à part des hausses de salaire différenciées femmes et hommes, jeunes et vieux. En quelque sorte, pour les femmes et pour les jeunes, des augmentations de salaire beaucoup plus fortes que pour les hommes adultes, parce qu'on commençait à travailler à 12 ans. Donc il y avait des catégories de jeunes ouvriers, salariés, entre 12 et 21 ans, qui étaient payés la moitié du salaire des ouvriers majeurs. Il faut bien avoir ça en tête. Et les femmes étaient payées à peu près la moitié aussi du salaire des hommes. Et si je cumule, et si on prend aussi les étrangers, et si on est jeune, femme et étranger, alors là, vous voyez, le salaire peut être réduit à 25% du salaire. Alors, tout ça a été calculé sur le salaire horaire. C'était sur le salaire, on était en salaire horaire. Voilà le calcul. Alors donc ça, premièrement. Deuxièmement, les délégués du personnel. Pour la première fois, des représentants du personnel sont identifiés avec lesquels le patronat devra discuter et négocier. Je passe. Diminution de la journée, de la semaine de travail de 48 heures à 40 heures, sans diminution de salaire. Ou plus exactement, les conditions de travail devront être définies dans le cadre de conventions collectives. Quatrième point, on en a parlé l'année dernière à propos de la loi travail, les conventions collectives qui existaient en principe sur le papier en 1919, depuis 1919, n'étaient pas obligatoires. Elles deviennent obligatoires par branche, les conventions collectives. Vous savez qu'aujourd'hui, on a régressé d'une façon tout à fait significative, dans la mesure où, justement, ce qui était obligatoire depuis 1936 ne l'est plus, on revient, on n'arrête pas de progresser, vous voyez, il y a des mathématiciens qui ont bien étudié ça, on arrive bientôt à avant 1919. En tout cas, en ce qui concerne 1936, ces conventions devaient être négociées par branche entre syndicats patronaux et syndicats ouvriers. Enfin, pas enfin parce qu'il y a bien d'autres mesures, cerise sur le gâteau inattendu pour une grande partie des salariés, l'instauration pour tous les salariés de l'industrie où ça n'existait pas, des congés payés. Les congés payés, c'est-à-dire la possibilité d'être payé sans travailler. Moi, quand je me souviens avoir fait des enquêtes auprès il y a 30 ou 40 ans, quand j'étais jeune chercheur, je faisais des enquêtes auprès d'ouvriers qui disaient mais on n'y croyait pas, c'était même pas pensable. Être payé sans travailler, c'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui aujourd'hui est totalement précaire et qui doit chaque jour travailler pour gagner quelque chose, il n'imagine pas que le jour où il ne travaille pas, il soit payé. C'était le lot de l'ensemble du monde ouvrier. Donc des mesures qui sont à la fois fortes, qui sont symboliques, il y a dans le domaine rural aussi d'autres mesures. Je vois le temps qui passe, il me reste 5 minutes. Non, il te reste encore 20 minutes. Ah bon. Donc je peux prendre un quart d'heure. Non, parce qu'on est en 36. Et vous voyez, parce qu'il faut célébrer les grands moments, mais après il faut réfléchir aux moments plus compliqués. Le Front populaire, ça n'a pas été que des victoires. Donc il faut aussi y réfléchir. Et dans cette affaire, l'été 36, c'est donc un été aussi où la question de comment dominer sa victoire se pose. Cette victoire, elle est obtenue par les accords Matignon. Dans les semaines qui suivent, ces mesures sociales sont présentées sous forme de loi. Vous voyez, c'est pas la peine de faire des ordonnances ou des décrets-lois. À l'époque, on appelait ça les décrets-lois. Là, il n'y a pas besoin de décrets-lois. Le gouvernement, appuyé sur une majorité et un grand mouvement social, se présente devant les assemblées, et même une partie de la droite n'ose pas voter contre. Donc, ces lois sociales, ce qu'on appelle les lois sociales de 36, elles sont votées en 2 mois. Même pas. Entre juin et fin juillet, début août, tout est voté. Vous voyez, donc, le fonctionnement institutionnel, parfois on dit, il est compliqué, etc. Parfois, il y a des moyens de mettre de l'huile, si j'ose dire, et de rendre ça plus facile. En tout cas, 2 questions vont surgir. À l'intérieur du mouvement social lui-même, qu'est-ce qu'on fait de ces victoires? La question de la non-participation des communistes au gouvernement n'a pas fait problème. Par contre, la question de la fin de la grève, pourquoi et comment on arrête les grèves, a suscité des débats. Pas partout.
parce que parfois les grèves sont arrêtées, sont reparties, parce que les patrons, ici ou là, n'acceptaient pas. Il y a certains patrons qui ont dit, nous, on n'est pas engagés par la signature qui a été prise à Matignon, etc. Les grèves ont... Mais il y avait aussi, de l'autre côté, dans le mouvement ouvrier, ceux qui disaient, on n'a pas fait tout ça pour ça. On a fait ça, on doit continuer la grève. Dans le Parti socialiste, des courants déclarent que tout est possible. Il y a une gauche socialiste qui va présenter ça plus tard, mais 30 ans plus tard, en 68, on dira que justement la révolution a été trahie en 1936. Globalement, les communistes vont jouer un rôle important, et la CGT aussi, dans la fin de la grève. C'est là que Boris Thorez, dans une assemblée de militants dans la région parisienne, dit cette formule qui fut reprise en son temps par Hollande, qui n'avait peur de rien, c'est à ça d'ailleurs qu'on le reconnaît. Hein. Il faut savoir arrêter une grève. Alors lui, il s'arrêtait là, évidemment, Hollande. Il fallait même pas la démarrer. Il faut savoir arrêter une grève quand les revendications principales ont été obtenues. Donc la question c'est, est-ce que les revendications principales ont été obtenues? Là il peut y avoir des discussions, etc. Et il y a discussion, puisqu'à un certain nombre d'entreprises, le mouvement ouvrier, syndical, politique, considérait qu'on pouvait aller plus loin, on pouvait exiger davantage, notamment en termes de gestion ouvrière, de reconnaissance des syndicats dans l'entreprise, voire même de contrôle ouvrier, même si tout ça était minoritaire. Le Parti communiste a une très grande autorité, la CGT aussi d'ailleurs. Le Parti communiste, je vous ai dit qu'il avait 30 000 adhérents en 1934, et vous savez combien il en a à la fin 36, début 37? Vous savez pas combien il en a. Dites un chiffre, il en a 10 fois plus. Il en a 320 000 adhérents. Hein, vous voyez? Donc ces adhésions ont été multipliées par 10. Si on prend un journal, le journal du Parti communiste, il s'appelait l'Humanité. Il était l'organe central du Parti communiste. Aujourd'hui, c'est plus l'organe central du Parti communiste. D'après ce que je sais, je ne sais pas bien dans le détail. En fait, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose. Ça revient à peu près au même. En tout cas, en 1936, l'Humanité tire à 500 000 exemplaires par jour. Vous allez me dire, c'est beaucoup, mais à l'époque, les journaux tirent beaucoup. Il y a la radio. C'est la nouveauté, la radio, pour la politique. Mais c'est comparé aux autres journaux. Il est un des 3 ou 4 grands journaux nationaux. Et 3 ans auparavant, il tirait à 200 000 exemplaires. Donc il y a... Et puis on crée un nouveau journal, un journal du soir, que Aragon va diriger, qui s'appelle Ce Soir, et qui va encore augmenter la diffusion des idées du Parti communiste. Donc le Parti communiste a une influence, a un prestige, et d'ailleurs ça se voit dans la fête de l'Humanité, qui prend une ampleur de masse qu'elle n'avait pas connue jusque-là. Alors donc tout baigne? Ben non, tout baigne pas. Parce que dans l'été 36, comme on dit, les nuages s'amoncellent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, on sait que c'est par l'international que les difficultés vont commencer, mais relayées à l'intérieur du pays ensuite. L'international, c'est les événements d'Espagne. Les événements d'Espagne, c'est pas n'importe quand et n'importe où, c'est le 18 juillet. Le 18 juillet, c'est en Espagne se produit un putsch, un coup d'État. Il y en avait souvent en Espagne, sauf que la situation en Espagne n'était pas habituelle. D'une part, la République était jeune, c'est seulement depuis 1931 qu'il y avait la République, qui avait chassé la royauté, la monarchie. Et cette République, elle s'inspirait beaucoup de la France, et mieux encore, il y avait le Front Populaire en Espagne, un gouvernement de Frente Popular. Frente Popular, les élections espagnoles en janvier 1936 avaient donné une majorité au parti du Front Populaire. Alors le même mot ne signifie pas exactement la même alliance. Dans le Frente Popular espagnol, il y avait des républicains, ce qu'on appelait les républicains en Espagne, des socialistes qui étaient plus à gauche, si j'ose dire, qu'en France, le Parti socialiste dans son ensemble.
mais aussi le soutien d'une force qui était en marge, mais qui pesait un poids important, qui étaient les anarchistes, organisés en syndicats puissants à côté du syndicat qui était l'UGT, un peu analogue à la CGT. Et le Parti communiste espagnol, alors là, lui, il était micro, tout petit. Hein, tout petit, il avait joué un rôle dans le Front populaire espagnol, mais beaucoup moins important qu'en France. Il en reste pas moins que et en plus le programme du Frente Popular en Espagne, c'était un programme qui était vraiment engagé la réforme agraire, c'est-à-dire la distribution des terres des grandes latifundia, hein, et c'est à aller vers la séparation de l'Église et de l'État. Programme, ah oui, en Espagne, évidemment. Mais enfin, c'était pas la révolution sociale, hein, ni la révolution prolétarienne. Et des mesures sociales et démocratiques, disons, de ce genre. Il est certain que la droite espagnole, l'Église et les grands propriétaires et les monarchistes ne se sont jamais résignés à cette victoire du Front populaire. Et ils ont trouvé les alliés qui étaient là tout près pour les aider, c'est-à-dire les Italiens, les fascistes italiens, et les Allemands. Je ne rentre pas dans l'histoire du putsch, du golpe et du coup d'État, mais le 18 juillet, le gouvernement espagnol, républicain, voit toute l'armée espagnole, sauf se retourner contre lui. Toute l'armée. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est pas... Et on parle souvent d'une guerre civile. Non, c'est une rébellion, un coup de force militaire organisé avec le soutien des puissances fascistes. Et donc, évidemment, il se tourne vers qui, ce gouvernement espagnol? Il se tourne vers le gouvernement de Front populaire français. Ça semble relativement... Même quelqu'un qui n'est pas très branché dans l'analyse politique internationale, il arrive à comprendre ça, hein, c'est pas... Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement socialiste et radical du Front populaire, c'est là où le problème de la non-participation des communistes va se faire sentir. Ce gouvernement français va prendre le temps de réfléchir. Va prendre le temps de réfléchir avec un argument très fort, dont je ne vais pas parler maintenant parce que je n'ai pas le temps à cause du... Tu n'as plus besoin de c'est Mais oui, voilà. C'est la question du pacifisme. À cette époque, le pacifisme est à toutes les sauces. Est mis à différentes sauces, on va dire. Et au nom de la volonté de défendre la paix en Europe, le gouvernement français va justifier sa non-intervention aux côtés du gouvernement républicain espagnol. Vous me suivez? Vous me suivez? Non seulement on n'aura pas la paix, mais on aura la honte associée à la guerre. En ce qui concerne le Front populaire en France, cette décision va être très dure. Elle va diviser les forces du Front populaire. Puisque à l'intérieur du Front populaire français, certains vont dire que c'est pas possible, c'est inacceptable. Donc il faut s'engager à soutenir l'Espagne, envoyer de l'armement, envoyer des hommes, des femmes qui s'engagent. Et d'autres vont dire non, surtout pas. Il faut faire en sorte que l'Espagne, ce qui se passe en Espagne, ne s'étende pas au reste de l'Europe. D'où la proposition. Et alors là-dedans, évidemment, le gouvernement britannique intervient, joue très fort. Ce personnage dont on ne cesse de nous vanter les mérites parce qu'il n'aimait pas le sport, ce que là je peux comprendre, mais à part ça, il aimait le whisky, ce que je peux comprendre. Mais pour le reste, Churchill était un personnage conservateur abominable qui a soutenu les franquistes, le gouvernement dit de Burgos, tout le temps, et qui fait le chantage au gouvernement de Front populaire avec la livre sterling contre le franc. Pendant tout l'été 1936. Le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères espagnol, il s'appelait Delbos, il va se rendre à Londres, il revient auprès de Léon Blum, il dit il ne faut pas intervenir. Léon Blum, qui a une grande capacité de compassion. Léon Blum, c'est quelqu'un qui est compassionnel. Il est capable de souffrir avec tout le monde, et pas seulement lui, mais il souffre d'avance avec ceux à qui il va annoncer des choses mauvaises. Et là, il rassemble les militants et il dit c'est terrible, je souffre comme vous de laisser les républicains espagnols face à cette menace militaire, mais nous devons défendre la paix.
C'est le discours fameux de Luna Park. Toujours est-il que la situation se dégrade. Le gouvernement français prend l'initiative de la politique dite de non-intervention. Il réunit une grande conférence internationale où les Italiens, les Allemands, les Britanniques évidemment, les Français, promettent tous la main sur le cœur qu'ils n'interviendront pas en Espagne. Pour les Italiens et les Allemands, c'est déjà fait. Ils ont leurs troupes qui sont sur place. Les Soviétiques vont être amenés aussi à s'engager à ne pas intervenir. Ils vont soutenir quand même les républicains espagnols. Et à côté de cela, dans le Front populaire en France, s'organise la solidarité, notamment sous la forme des brigades internationales organisées par le Parti communiste en France, qui va prendre en charge cette organisation qui lui a été confiée. Maintenant, on a davantage confiance pour un temps dans le Parti communiste français à Moscou. Staline, qui a toujours plusieurs fers au feu, hein, et qui veut bien soutenir les républicains espagnols, mais rester en bon terme avec les Anglais sans être complètement rompre tous les ponts avec les autres puissances occidentales, dit aux Français, vous vous occuperez des brigades internationales. Et donc les brigades internationales, la solidarité pour l'Espagne va être la première faille dans le Front populaire. La deuxième faille dans le Front populaire, eh bien, c'est le fait que le gouvernement de Front populaire, à l'automne 1936, dans l'automne et l'hiver 1936, va, dans le domaine culturel, dérouler toutes les possibilités, les vacances payées, des initiatives très importantes dans le domaine de l'éducation, la prolongation de la scolarité, le développement du sport, des musées, la création de ce qui va devenir le CNRS, une politique à la fois culturelle, scientifique et intellectuelle très, très forte, marquée par des gens comme Jean Zay, comme Léo Lagrange, etc. Mais sur le fond, dans le domaine économique, on abandonne une partie des réformes qui devaient concerner à la fois la retraite, qui devaient concerner les classes moyennes, qui devaient concerner la paysannerie, et donc qui vont avoir un effet important, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui attendait des réformes du Front populaire et qui se disent il n'y a que les ouvriers et ceux qui ont fait grève et qui sont les plus combatifs qui en ont profité, les autres, nous, on est laissés pour compte. Au printemps 1937, le gouvernement de Front populaire, de Léon Blum, annonce qu'il faut faire une pause dans les réformes. Il faut arrêter les réformes et il faut essayer de faire rentrer les capitaux. Et pour ça, il faut dévaluer la monnaie. On dévalue la monnaie, donc une partie des hausses de salaire sont faites par cette dévaluation. À partir de là, pendant l'année suivante, du printemps 37 au printemps 38, on peut dire que le Front populaire continue de vivre sur sa lancée dans un certain nombre de domaines, rapport des forces, syndicaux, politique sociale, culturelle, mais qu'au niveau de la politique générale, tout est presque bloqué, et la politique du gouvernement, c'est une politique à la fois attentiste et hésitante. L'exemple, c'est Léon Blum, la manière dont il démissionne. Un an après être arrivé au gouvernement, Léon Blum démissionne, en juin 1937. On oublie, on se souvient que de juin 1936. Il faut se souvenir de juin 1937. Et vous savez pourquoi il démissionne? Ah, c'est intéressant. Parce qu'il démissionne. Non, mais il démissionne parce que les mesures de gauche qu'il a proposées dans le domaine fiscal ne sont pas votées par le Sénat. En fait, depuis 6 mois, une partie du Front populaire, notamment les communistes, une partie de la gauche socialiste, disait « Vous vous trompez pour rétablir les équilibres budgétaires. » C'était le terme, Jacques Duclos avait repris cette formule ancienne des radicaux, mais qu'il avait adopté et adapté, et qui a encore un petit parfum d'originalité aujourd'hui. Le terme du Parti communiste, c'était « Il faut faire payer les riches ». Alors vous allez me dire, aujourd'hui ça existe depuis tellement longtemps, c'est une réalité. Ben non, vous savez que non, on le sait. Et ben, en 1937, Léon Blum va décider, enfin, après des mois et des mois d'hésitation, de présenter un programme fiscal qui vise à faire payer les riches.
Alors sous différentes formes, la spéculation, les actionnaires, les bénéfices de société, il y avait toute une série de mesures. La Chambre des députés avait une majorité de Front populaire. Elle vote. D'accord. Le Sénat, la deuxième chambre, le Sénat avait une majorité qui était centre-droit, qui datait d'avant les élections du Front populaire. Vous savez que les sénateurs sont élus par tiers, et donc ils nous ramenaient à une image politique de la France d'avant le Front populaire. Donc, Léon Blum dit, ben, moi, si je suis désavoué par le Sénat, je démissionne. Il a démissionné. On lui a fait remarquer que nulle part dans la Constitution, il était obligé de démissionner. Et que la Chambre des députés, le suffrage universel, l'emportait sur le suffrage indirect, puisque les sénateurs étaient élus indirectement par des élus, d'autres élus, etc. Et il y a eu tout un débat à gauche là-dessus, et d'aucuns ont dit que, de toute façon, Léon Blum avait considéré qu'il fallait passer la main, et qu'il n'avait plus de majorité pour faire une politique telle que même il l'avait présentée à la Chambre des députés. De sorte que c'est le Parti radical qui avait perdu les élections à gauche un an auparavant qui revient aux affaires. Vous voyez, un an après. Et on a oublié le nom de ces radicaux, c'est pas bien grave, parce qu'ils ont globalement totalement démérité, hein, et autant les laisser dans les oubliettes de l'histoire. Mais ces ministres radicaux successifs, Flandin notamment, Bonnet notamment, hein, parce que là quand même je les désigne à la vindicte de l'histoire et de la mémoire, ont progressivement, on va dire, saboté le Front populaire. Saboter le Front populaire de différentes manières, en considérant que les conventions collectives étaient parfois exagérées du côté des syndicats dans ce qu'ils demandaient, d'autre part en décidant qu'il fallait arrêter les grèves, parce qu'il y avait des grèves qui repartaient, et puis surtout, ce qui va l'emporter, ce qui va l'emporter, c'est le comportement politique international. Les dirigeants radicaux vont se faire en quelque sorte les tenants d'une politique dite d'apaisement, comme les Britanniques à l'égard des puissances fascistes. Apaisement, c'est la non-participation, non-intervention, bien sûr en Espagne, ils sont très fervents là-dessus, ils veulent que les brigades internationales soient arrêtées, mais surtout c'est l'attitude à l'égard des offensives stratégiques allemandes en Autriche, avec l'annexion de l'Autriche au printemps 1938, et puis à l'automne 1938, quand il y a la Tchécoslovaquie qui est soumise à la pression allemande, le gouvernement, direction radicale, Daladier, vous savez, se rend à Munich et cède totalement à Hitler. Là, le Front populaire est vraiment rompu. Il est rompu sur cette question de la résistance au nazisme. Gabriel Péry, porte-parole du Parti communiste à la Chambre des députés, prend la parole, fait tout l'historique depuis la guerre d'Espagne, en passant par l'Autriche et en arrivant à Munich et à la manière d'abandonner la Tchécoslovaquie, dit la France qui ne tient pas ses engagements à l'égard de l'URSS aussi, ses engagements démocratiques et ses engagements d'État, ne pourra pas leur venue se plaindre si elle est abandonnée par la communauté des nations. Et en quelque sorte, il voit loin, il voit juste la politique de Daladier, des radicaux, c'est une politique qui est soutenue par la droite. La droite entre au gouvernement, Paul Reynaud entre au gouvernement de Daladier. On a un gouvernement d'union nationale qui se peint. On peut dire que le Front populaire, oui, ben voilà, justement, ça tombe bien. Mon dernier mot, on peut dire que le Front populaire se termine dans la réalité politique de l'Alliance dans l'automne 1938. La CGT lance une grève contre les accords de Munich et la remise en cause des 40 heures. Mais vous voyez, les grèves qui sont des grèves, même générales, mais annoncées quand il y a des divisions à l'intérieur de la CGT, la riposte, la répression de cette grève est extrêmement violente.
c'est l'occasion pour le patronat de prendre sa revanche. La revanche de 1936, des grèves de 36, il ne faut jamais oublier que c'est la grève réprimée de 1938 qui l'ouvre, et là ça va être la chasse aux syndicalistes, la chasse au syndicat lui-même dans l'entreprise. Est-ce que le Front populaire est mort dans toutes les têtes, dans les idées? Bien sûr que non, parce que l'expérience a été tellement intense, il y a eu accumulation de résultats, mais aussi de pratiques nouvelles, de succès et de difficultés, que les militants qui ont en quelque sorte eu l'expérience du Front populaire seront parmi ceux qui, en général, seront les plus fervents, les plus actifs dans la résistance les années suivantes. Donc le Front populaire n'est pas mort en 1938 au niveau de ses idéaux. Une grande partie des idéaux du Front populaire seront repris dans la résistance, notamment dans le programme de la résistance, qui considère qu'il doit reprendre ce qui a été interrompu au moment de la chute du Front populaire. Merci, excuse-moi d'avoir été ici. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. Questo fiore partigiano, partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà, morto per la libertà. Merci pour l'accueil.